Bonsoir, comme tous les mardis, nous sommes ravis de vous retrouver sur le plateau de l'émission Bienvenue chez Pris. Ce soir, nous recevons Boléwa Sabourin, artiviste, chorégraphe et cofondateur de l'association LOBA. Sa trajectoire, pleine d'enseignements, prouve que la détermination est un outil réel pour faire de sa vie une œuvre d'art. Vous me suivez ? Bonsoir Véronique. Bonsoir Boléwa. Bonsoir Priscilla. En septembre 2018 est paru aux éditions Face Cachée un ouvrage absolument poignant, La rage de vivre, une autobiographie, ton autobiographie. Pourquoi avoir rédigé cet ouvrage ? En fait, c'est un ouvrage que j'avais auparavant déjà rédigé, Oui. mais que je ne comptais jamais sortir. Et je l'avais écrit pour moi parce que j'avais besoin d'une forme de sauvegarde de ma mémoire. Il y avait eu trop de choses, trop de vécu, trop de mouvements, et mon cerveau était trop rempli. Et du coup, j'avais vraiment besoin d'une sauvegarde. Et puis, un an plus tard, j'ai rencontré le docteur Denis Mukwege. Oui, en 2016 ? En 2016, exactement. Et en fait, à partir du moment où on est parti sur le projet Recréation by LOBA, donc qui a pour objectif La fondation donc, que tu as créée, co-créée. C'est un projet de l'association LOBA que j'ai cofondé il y a 10 ans, mais qu'on a relancé pour le projet autour des violences faites aux femmes. Oui. Et du coup, à partir du moment où on est parti sur ce projet-là, je savais qu'avec mes maigres moyens, la seule chose qui pouvait me permettre de toucher un certain public, c'était de sortir un livre. Parce qu'en France, si vous n'écrivez pas de livre, vous n'êtes personne. Et quel public, en fait, tu veux toucher en écrivant ce livre ? En fait, tout type de public, il n'y avait pas vraiment... C'est juste pouvoir toucher un public qui a une certaine puissance économique, sociale. Et ça, c'est vrai que c'était vraiment l'objectif. C'était cela, mais c'était aussi de légitimer, en fait, notre action, parce que je savais, c'est ce qui m'est arrivé après, qu'on allait toujours me dire, mais pourquoi les femmes ? En gros, pourquoi moi, un homme noir, bien portant, j'allais me préoccuper de la question des violences faites aux femmes. Et donc, ce livre a vraiment... Coécrit avec ton ami Il a été Bala coécrit, Fofana, voilà. journaliste et donc, à Libération. C'est même le seul journaliste noir à Libération. Curieux. Et du coup, quand j'ai décidé de me dire, bon, on va écrire un livre, j'ai fait appel à Bala, qui a merveilleusement écouté, travaillé ce livre, parce que du coup, on s'est vu, je lui ai passé ce que j'avais écrit. Il m'a dit, ouais, ça peut faire l'objet d'un livre. Ça a pris combien de mois à rédiger cet ouvrage ? 19 chapitres ? Un an où vraiment on se voyait régulièrement et il m'enregistrait, il réécrivait derrière les enregistrements et il m'envoyait ce qu'il avait écrit et puis moi je lui faisais part de mes retours. Il prenait des choses, en fait moi j'avais déjà en fait commencé à écrire sur Facebook. En 2012 quand j'avais fait un road trip en Afrique autour de 10 pays, quand j'arrivais dans une grande ville, je lâchais mes pensées comme ça, j'avais besoin. Tu prenais des notes, tu avais toujours ton carnet de voyage avec toi ? J'avais toujours mon petit carnet et puis après je recopiais tout ça et je mettais ça sur Facebook. Et donc en fait, il y a aussi une partie de ces statuts hyper longs qui sont dans le livre. Donc avec les entretiens, avec le matériel que je lui avais donné, donc le premier manuscrit, plus vraiment tout son... il y a mis de lui en fait, parce que il me comprenait tellement bien qu'il voyait comment justement créer cette poésie dans mon histoire. Donc en fait, ton projet, il a commencé bien avant que tu rencontres le docteur Mukwege. Rappelons-le, prix Nobel de la paix. Oui, quand même. Et tu l'as rencontré à Paris, je crois, en 2016. Oui, le 8 mars 2016. La journée de la femme. Journée internationale des droits de la femme. Oui, merci. En France, pour moi, c'est toujours important parce que c'est vrai que c'est quelque chose que j'aime pas à la base. Cette journée de la femme, parce qu'elle nous démontre à quel point on est loin en fait, tant qu'elle existe. Exactement. Elle nous montre à quel point on est loin en fait des droits humains et qu'il faut chaque année marteler qu'on doit avancer sur un très grand nombre de questions qui sont liées à la question des femmes et que pour l'instant elles sont encore considérées comme une minorité
ce qui est un peu une aberration parce qu'elles sont plus nombreuses. Tu parles en France ou dans le monde? Dans le monde. Partout. En France, c'est pas trop... En France, il y a quand même eu 45 femmes qui ont été abattues sous les coups de leurs hommes depuis le début de l'année. Depuis le début de l'année 2019. Depuis l'année 2019. À ma connaissance, il n'y a pas eu un homme qui est mort des coups de sa femme depuis le début de l'année. En France, il y a environ 150 000 viols qui sont opérés chaque année envers des femmes. En France, 60% des femmes gagnent moins que les hommes. En fait... Tu te décris comme artiviste. Donc, pour revenir à ce combat, ces combats qui sont les tiens, tu es un militant un peu effréné. Quelle est ta définition de ce mot Pour moi, un artiviste, c'est vraiment quelqu'un qui met son art pour mobiliser les gens, pour amener les gens à être en mouvement, c'est-à-dire vraiment à s'engager derrière. Et pas juste « Ah ouais, il se passe quelque chose de grave en bas de chez moi. Waouh !» Non. Et toi, ton art, c'est la danse, tu es chorégraphe. Et alors, exactement. Comment justement tu as apporté ton aide au docteur Mukwege en fait Justement. 2016. Par la danse. Par la danse. Tu peux nous en dire un peu plus sur Ouais. Alors en fait, donc en 2016, quand je rencontre le docteur nous dit que les femmes là-bas avec qui il travaille n'ont pas cette facilité à pouvoir s'exprimer par la psychothérapie et la psychologie occidentale, c'est-à-dire Freud, Lacan, tout ça, on est en face-to-face avec un psy et puis on lui raconte nos malheurs et donc nos traumas et nos difficultés. Et ça, pour elle, ça ne se fait pas. C'est quelque chose où c'est pas dans la culture en fait. On raconte pas nos vies comme ça de manière aussi. Certaines pudeurs. Il y a une pudeur, il y a vraiment cette gêne. C'est comme si on avait plus souffert que les autres que de raconter de cette manière. Alors du coup, par le chant, par la danse, par les arts, ça a toujours existé. Elles ont toujours utilisé ça. Et donc, quand il a dit ça, ça a fait tilt, parce que moi, à travers ma vie, justement, c'est pour ça que je parlais de légitimité, j'ai toujours utilisé la danse comme outil thérapeutique, sans m'en rendre compte, mais avec quand même ce truc de... dès que j'ai besoin de m'exprimer, dès que j'ai besoin que j'ai des colères, des tensions en moi, il fallait que ça sorte. Mais j'avais pas les mots, et du coup, ça sortait par la danse. Pendant 20 ans, excuse-moi de te couper, c'est le professeur Muchi Maye qui t'a appris les bases de la danse, des danses congolaises. Oui, complètement. Et franchement, ce qui est rigolo, et c'est la vie en fait, c'est que un mois avant de rencontrer donc, le docteur Denis Mukwege, un mois avant ça, mon maître, mon prof Muchi Maye est décédé. Oui, comme tu le dis dans le livre d'ailleurs. Donc en février 2016, il décède et moi je suis là, qu'est-ce que je vais faire de ma danse en fait. Depuis que je suis tout petit, donc mon père est danseur, ma mère était son élève, Muchi Maye était un ami de mon père, et donc moi j'ai appris avec lui plutôt qu'avec mes parents. Mais du coup pendant toute ma vie, j'ai dansé, j'ai fait des spectacles, j'ai des tournées, bref, pour moi, il fallait amener ma danse plus loin. Et cette rencontre un mois plus tard avec le docteur Denis Mukwege était juste la réponse à cette question que je me cherchais et en plus qui faisait vraiment écho à ma vie. Donc tu as puisé clairement dans toutes ces ressources artistiques et culturelles transmises par tes parents finalement. Exactement. Parce que ta mère est également danseuse. Ouais. Et donc véritablement depuis ta tendre enfance, tu es né presque autour de djembé, non ? Je suis né quasiment dans une salle de danse, c'est-à-dire que ma mère a perdu les os dans la salle de danse. Quel signe ? Et donc, je pense que je voulais sortir et je voulais m'éclater avec eux. Tu dis quelque chose vraiment de... J'ai envie de prendre ton ouvrage et puis de lire cette phrase qui est vraiment forte. Alors, en espérant la retrouver rapidement, mais de mémoire, elle se situe
au début ou à la fin. Tu dis que ton corps est un outil. Fais de ton corps une machine. Fais de ton corps. Tu peux lire cette belle citation de toi alors? Fais de ton corps une machine, de ton cerveau une arme, de ton cœur un art, de ta vie une œuvre. Avec tous les soubresauts qui ont parcouru ta vie, hein, les intermèdes heureux, douloureux, qui font aujourd'hui ta richesse et l'homme que tu es, quelle est la pensée comme ça qui te viendrait pour inciter ceux qui, tout au long du parcours de leur vie, se retrouvent dans des situations difficiles, à ne jamais abandonner? C'est une très bonne question et en même temps une question très difficile parce que, évidemment, moi, à chaque fois, j'invite tout le monde à persévérer, quel que soit le chemin dans lequel il se trouve et que dans cette persévérance, on rencontre des gens qui vont nous tendre la main. Parce qu'en fait, il y en a eu beaucoup dans ton parcours? Ah, il n'y a eu que ça. Il y a eu que ça. Vraiment, même là, le fait que, tu vois, j'étais venu, je t'ai vu, je t'ai dit bravo parce que j'avais aimé comment tu avais animé et surtout la poigne que tu avais eue et que tu m'invites là aussi rapidement sans se connaître à faire une émission de cette manière. Bon, rappelons le contexte pour ceux qui nous écoutent. C'était lors du débat animé par le groupe présidentiel Afrique à l'Assemblée nationale et où nous étions bizarrement celle Colbert et où tu as eu le courage de dire mais enfin de qui se moque-t-on? Ouais, pour parler de la diaspora et des investissements productifs en Afrique, salle Colbert. C'est un peu mon problème. Rappelons qui est Colbert pour ceux qui l'ignoreraient. Ouais, Colbert c'est quand même le père du Code noir et donc du coup c'est vraiment lui qui a codifié après des années de racisme et d'esclavagisme, a codifié donc l'étape supérieure qui était de faire des hommes et des femmes noirs des objets et donc du coup on était déshumanisés. Alors je rebondis parce que dans ton ouvrage tu le dis, donc tu as été un peu baladé entre la métropole, la Martinique et la RDC. Ouais. Et tu rappelles justement que ta négritude t'a posé souvent des problèmes. Là où tu t'attendais à ce qu'on t'accueille à bras ouverts parce que justement chez toi, eh bien on t'a rappelé que tu étais trop occidental. Et là où on s'attendait à ce que tu sois au contraire chez toi aussi, on te dit non, t'es un peu trop noir. C'est vrai que ça a été tout. C'est pour ça que je parlais encore de persévérance, mais parce que c'est difficile à se dire qu'en fait, on n'a aucune place dans le monde, en fait. Donc, si on n'a pas de place dans le monde, on n'est pas des êtres humains. Et si on n'est pas des êtres humains, en fait, qu'est-ce que je suis? Et ça, c'était très difficile parce que on est aussi à des moments de nos vies où on n'a pas les ressources intellectuelles et l'expérience nécessaire pour véritablement bien gérer ces émotions de rejet, parce que c'est vraiment du rejet. Moi, j'arrive au Congo, je me dis... Donc tu restes jusqu'à tes 6 ans au Congo. En fait, non, je suis né à Paris. Ton père t'arrache ton enfance, te vole ton enfance avec ta maman, qui est originaire de La Rochelle. Oui. Et donc, tu quittes la métropole pour atterrir au Congo, Kinshasa. Au Congo, à l'âge de 1 an, oui. Tu apprends le lingala par cœur. Tu le parles toujours aussi bien? Non, malheureusement, il s'est beaucoup perdu. Non, mais en fait, quand je suis revenu à l'âge de 6 ans, autant mon père voulait que je sois un pur Congolais, autant après, il a voulu que je sois un pur assimilé. Ça a été immédiat. Dans l'avion, parle français. Voilà, il fallait que je parle français et puis surtout, il fallait que si je parlais en lingala, je prenais des coups. Donc, méthode un peu radicale. Voilà, donc ça, pareil, ça crée un trauma qui s'inscrit dans le fin fond de ton cerveau où, du coup, inconsciemment, tu as peur de parler parce que tu as pris des coups quand tu étais petit. Et du coup, ça a bloqué cette langue et elle est plus sortie jusqu'à presque mes 30 ans. D'accord, donc très récemment, puisque sans révéler vraiment ton âge, tu as un peu moins de 35 ans. J'ai 33 ans. Et tu peux nous en dire un peu plus en fait sur la danse? Qui peut du coup accéder c'est des cours que tu donnes? Comment ça fonctionne en fait? Alors le travail qu'on mène avec Loba, l'association, en fait ce sont des ateliers on développe une méthode de co-thérapie
donc donc un binôme de danseurs et de psychothérapeutes, parce qu'on ne rejette pas du tout le fait que les psychothérapeutes ont un savoir qui est nécessaire d'avoir, mais l'objectif pour nous est de mettre le meilleur des deux, c'est-à-dire complémentaire en fait. complètement. Du coup, l'idée, c'est on travaille vraiment dans un binôme, un couple, qui vont réfléchir aussi bien au moment danser qu'au moment où on s'exprime par la parole, par un groupe de parole. Et donc ce sont des ateliers, on parle de danse, mais on devrait plutôt dire mouvement. Mais si on dit mouvement, on va perdre tout le monde, c'est trop large. En fait, c'est plus du mouvement parce qu'un cours de danse est hyper codifié. Donc on travaille avec des structures qui accueillent des femmes qui sont en situation de fragilité. À Paris, Icambéré, qui est un centre qui accueille des femmes qui sont porteuses du VIH, qui est dans le 93. Et sinon, le centre d'hébergement d'urgence pluriel qui accueille des jeunes femmes qui ont entre 18 et 25 ans du coup qui sont en situation de fragilité aussi. Et donc, on travaille avec ces deux centres, donc avec notre méthode qu'on développe. Et du coup, le lundi, c'est vraiment toutes les semaines. Lundis à quelle heure? Toutes les semaines, ça je peux pas vous dire au cas où. D'accord, au cas où ça changerait. C'est ça. Mais donc l'idée, c'est vraiment pour nous de travailler avec des centres. C'est des centres qui accueillent ces femmes. Nous, on arrive et on est un complément par rapport à tout ce qui leur est déjà proposé. Nous, notre objectif, c'est vraiment d'être un complément parce que justement, du coup, les femmes qui sont en situation de fragilité, c'est pas avec juste notre méthode qu'elles vont aller mieux, mais l'objectif, justement, c'est d'être un plus par rapport à tout ce qui est déjà là. Quelle est ton actualité ? Ça, principalement, c'est vraiment ça mon activité principale, c'est de développer cette méthode, c'est de faire une recherche-action, autour de la neuropsy, de la psychologie, mais aussi avec des danseurs, des danseuses, des anthropologues, des sociologues, pour démontrer scientifiquement la viabilité de notre action. Parce qu'aujourd'hui, empiriquement, on le voit, ça fonctionne, les femmes reviennent chaque semaine. Réussir à extirper la souffrance du corps de ces femmes, mais la souffrance mentale aussi, en tout cas, les exprimer. Utiliser le corps, en fait. C'est-à-dire que depuis la nuit des temps, on utilise le corps pour contraindre les femmes. Le corset, c'est un outil de contrainte. La ceinture de chasteté. Monsieur avait une clé et il enfermait madame... elle avait une ceinture au niveau du bassin qui, du coup, empêcherait d'autres hommes de pouvoir consommer un amour ou pas, mais de pouvoir avoir des relations sexuelles avec madame. Et donc, les femmes avaient cette contrainte physique qui les empêchait, du coup, de pouvoir même faire leurs besoins. Et elles étaient obligées de faire leurs besoins sur elles. Donc, vous imaginez que psychologiquement, on crée une domination là-dessus. Mais pendant très longtemps, le pantalon a été interdit, donc le vêtement, quel qu'il soit, il a été aussi une forme de domination. On voit Serena Williams à qui on lui dit comment s'habiller, alors que c'est la plus grande championne de tennis de tous les temps, mais elle a été obligée de protester, de dire que quand même c'était pour sa santé avant tout, qu'elle portait cette combinaison, et puis même si c'était pas pour sa santé, en fait, elle a le droit de s'habiller comme elle a envie, elle n'a pas besoin d'attendre qu'un Gugus vienne lui dire comment s'habiller. Les femmes à qui on fait passer des fers à repasser sur les seins pour du coup les empêcher, je passe bien d'autres choses, toutes les mutilations qu'on peut avoir avec... Donc le corps, depuis la nuit des temps, est l'outil par lequel on passe pour créer une domination et pour contraindre psychologiquement les individus, et en l'occurrence les femmes. Et donc nous, on passe par le corps pour justement leur permettre d'exprimer tout ce qu'elles ont envie d'exprimer, et donc du coup de se libérer des différentes contraintes qu'il peut y avoir. C'est un ancien président, François Hollande, qui, t'entendront parler, t'a dit vous passeriez bien à la télévision. Ça, c'était un saut sur ta vie politique. Tu peux nous en dire plus? Oui. Ce passage. Ouais, ça a été un bon passage, un bon moment, dans le sens où j'ai beaucoup appris. Moi, j'ai été responsable au Bureau national des jeunes socialistes. Ouais. J'ai été aussi
membre des Jeudis Noirs, c'était un collectif d'étudiants qui ouvraient des bâtiments qui étaient vacants. Et ça, c'était pour protester contre justement la question des loyers, et surtout des loyers pour les étudiants à Paris. Donc, on ouvrait des bâtiments et dedans, y vivaient des étudiants qui n'avaient pas les moyens de pouvoir vivre à Paris et d'étudier et tout ça. Donc moi, j'étais SDF, donc forcément, pour moi, c'était très utile. Puis en plus, j'avais un petit frère qui venait, pareil, j'avais aucun lieu où lui proposer de vivre. Donc on est allé vivre là-bas. Finalement, il aura préféré Versailles. Finalement, il est parti à Versailles, malheureusement pour nous. Mais ouais, du coup, pour moi, en fait, et j'ai appris ce que c'était du coup le combat politicien. C'est-à-dire vraiment avec les jeux d'appareils, les jeux de pouvoir et de lutte, les chapelles, les stratégies et autres. Donc pendant cette période-là. Et c'était très intéressant parce que j'ai aussi monté un collectif pour former des jeunes des quartiers populaires à la politique avec un grand P qui s'appelait Cité en Mouvement. Cité en Mouvement. L'idée, c'était vraiment de mettre les cités en mouvement et de jouer avec cette connotation. Quand on pense à cité, on pense à les cités dans les quartiers populaires, alors que nous, quand on pense à cité, on le pense en termes grecs, c'est-à-dire la cité, la société. Et donc, du coup, on a mis ça en place pendant 2 ans. Ça a très bien marché, mais après, trop de visibilité, ça nous a tués. Donc ouais, j'ai été en politique pendant toutes ces années. Et finalement, tu as nourri ton discours politique sur le terrain avant d'arriver sur les bancs de la Sorbonne. Et tout ça m'a donné en fait justement les connaissances du monde politique qui m'ont permis de les valoriser sur une validation d'acquis d'expérience. Oui. Parce que du coup, moi j'avais raté par 2 fois mon baccalauréat et donc j'avais pas de diplôme. Ça arrive même aux meilleurs. Et j'ai fait cette VAE qui m'a permis de rentrer d'expérience professionnelle. Exactement, et qui m'a permis de rentrer donc à la Sorbonne Paris 1 et du coup de faire un master en sciences politiques. Voilà, et voilà, j'ai été très content, ça m'a vraiment permis surtout de casser en fait le sentiment d'infériorité que je pouvais avoir et que je portais malgré tout ce que je pouvais avoir fait. Mais encore une fois, quand on vous incruste dès l'enfance. Tu le dis avec cette professeure qui arrivait dans le 93 à Saint-Denis, c'est ça? Ou c'était dans le 5e, je ne sais plus. C'était dans le 5e. Qui te dit, de toutes les façons, vous allez finir comme vos frères, un bonhomme vert dans les rues de Paris. Puis tu as mis un mois à comprendre. Oui, ben voilà. Tu as mis un mois à comprendre ce qu'elle voulait dire. Elle parlait donc éboueur. Des nos éboueurs. Ouais. Pour elle, être le seul noir et nul en latin, ça voulait dire que je finirais éboueur. Et c'est vrai que ça c'est quelque chose qui m'a vraiment marqué, dans le sens où je comprenais pas ça en fait. Je comprenais pas pourquoi moi. Pourquoi ça. Faciès. Je l'ai compris plus tard que c'était ça, mais au départ... Il y a eu d'autres moments assez assassins dans ton parcours où tu as eu cette chance à Saint-Denis d'avoir une professeure incroyable qui t'a permis d'apprendre en plus de la langue. C'était l'anglais. Voilà, l'anglais. Donc, dès la primaire. Ouais. Et puis tu te retrouves pareil dans le 5e, et où là tu as 10 sur 10 ou du moins une note excellente, et où tu as la prof qui te dit non mais il ne faut pas tricher en fait. Elle ne se pose même pas la elle te regarde et te dit bah non, t'es le seul nord de la classe, forcément t'as triché. C'est ça. Et ça t'a complètement dégoûté pendant des années de tout le système. Jusqu'à maintenant, I don't speak very well English. Hein. C'est la difficulté. C'est pareil. Encore ces petites choses, ces graines que l'on nous plante dès l'enfance. D'où l'importance d'avoir vraiment un environnement bienveillant et de faire attention à ce qu'on dit aux enfants parce que après ça pousse en eux. Et en plus c'est nourri par d'autres choses. Ici, pour tout le monde, c'est très galère de parler anglais grâce à l'école. La pratique, c'est ceux qui sont partis, qui sont allés faire des stages, des trucs, des machins, qui ont vraiment développé. Alors que vous allez en Allemagne, ils n'ont pas fait un stage en Angleterre, mais ils parlent tous anglais couramment.
Donc et déjà en tant que Français, c'est difficile, mais alors quand en plus, là on arrive, on vous tacle dès la 6e, c'est fini. Et moi, l'anglais, je lui avais dit salut. Et fort de cette expérience-là, tu aurais pu être papa depuis quelques années. Aujourd'hui, tu es prêt I don't know. à inculquer toutes ces valeurs-là, toutes ces richesses, ces intermèdes heureux, douloureux qui ont nourri la personne que tu es aujourd'hui? Aujourd'hui, franchement, c'est là où je comprends les vieux. Une trajectoire intense et pleine d'enseignements. Franchement, c'est là où je comprends les vieux. C'est-à-dire que plus on vieillit, plus autant j'avais plein de certitudes, autant maintenant, à chaque fois, j'en ai de moins en moins. Et je me demande si on peut être prêt à être parent. Si c'est quelque chose qui... Il y a des choses... j'en parlais avec des amis, pourtant moi j'ai été animateur en centre de loisirs, Oui, j'ai eu des bébés à la crèche, j'ai été animateur en crèche, avec le c'était BAFA, avec mon BAFA, mon premier et vrai diplôme. Ouais. J'ai fait jusqu'au jeune de 25 ans, donc j'ai quand même fait toutes les tranches d'âge jusqu'à 25 ans. T'as le BAFA, toi, Véro? Absolument pas. Moi non plus. Je n'ai pas la patience. Moi non plus. J'ai pas passé. Mais c'est vrai que je pense d'un côté, je vous dirais que je suis prêt parce que depuis la nuit des temps, les femmes se reproduisent et on a ça en nous. C'est génétiquement en nous. Et en même temps, je ne sais pas si je suis prêt parce qu'il faut vraiment être les mains dans le cambouis avec un enfant pour véritablement savoir. Tu vas souvent au Congo Ouais, quand je peux, dès que je peux. Là, j'y étais en janvier dernier. et tu collabores toujours du coup avec le docteur. Avec le docteur Denis Mukwege, oui, je l'ai vu. La situation s'est améliorée? Malheureusement, non. Elle s'est améliorée. Là pour lui individuellement et pour ses femmes parce qu'aujourd'hui on en parle plus Oui, c'est ça. et on parle de ces femmes, mais on oublie que ces femmes sont juste les conséquences d'une guerre qui est plus grande. Et c'est là où... Une forme d'inertie en fait, de déni surtout. de déni du gouvernement par rapport Et du monde. à... Du monde, parce que ces femmes sont les conséquences du vol du territoire et surtout des matériaux et des minerais qui sont sur le sol. Le Congo est un pays immensément riche, peut-être même le pays le plus riche d'un point de vue de ses sols, mais il est pillé par la terre entière et notamment pour le coltan, qui est un minerai qui permet justement de sauvegarder nos données. Et donc, c'est ce qui permet la big data, la data et donc justement la révolution numérique. Et 80% de la richesse mondiale de ce coltan se trouve au Congo, à l'Est. Et donc, du coup, d'où les conflits et d'où les viols qui sont qu'une manière justement de faire fuir la population. C'est-à-dire qu'on viole ces femmes de manière à créer la terreur dans la communauté parce que personne ne veut voir sa mère, sa sœur, sa tante, personne ne veut vivre ça. Et donc du coup, la population fuit, laisse le terrain et donc les entreprises peuvent justement créer et extraire ces minerais. Il y a le coltan, il y a le cobalt, il a alerté l'ONU. Il a alerté tout le monde, sinon il n'aurait jamais eu le prix Nobel de la paix. C'est que vraiment, le problème aujourd'hui, c'est que c'est des enjeux économiques tellement grands. Vous imaginez, Google, il y a 10 ans, 15 ans, Google, Facebook, tout le GAFA, en gros, ils n'existaient pas. C'est-à-dire qu'en fait, il y a 20 ans, c'était des gens qui, et du jour au lendemain, c'est les plus grands pays, c'est les plus grandes richesses. Mais alors, je rebondis, tous ces géants du net s'installent aujourd'hui sur le continent africain pour apporter des appuis à la jeunesse africaine. Bien, pas bien? Encore une fois, moi, je n'ai pas de certitude là-dessus, dans le bien, pas bien. Je trouve que quelle est l'intention, on ne sait pas, mais on imagine très bien que c'est pour les innovations. C'est surtout pour leur poche. C'est créer des innovations, mais que eux derrière vont pouvoir commercialiser. Et donc du coup, c'est surtout ça. Après moi, aujourd'hui, plus je vieillis, encore une fois, plus j'essaye d'utiliser la technique de l'aïkido, c'est-à-dire que je me mets pas en frontal en me disant c'est pas bien. J'essaye de prendre
leurs forces et de les renverser contre eux. C'est-à-dire que le numérique, là, on en a tous besoin. Nous, on ne savait pas qu'il y avait tout ça. On ne va pas passer, soi-disant, à l'âge de pierre pour entre guillemets, vivre de manière éthique et sincère vis-à-vis de notre planète. Mais par contre, on va prendre ce qui existe et on va le renverser et du coup, on va créer du savoir, des choses utiles aux gens qui vont permettre justement de faire que on prenne conscience et que chacun, à son échelle, peut changer les choses. Si aujourd'hui, les choses n'avancent pas sur ces questions-là, c'est pas parce que le docteur ou autre, tout le monde connaît ces problèmes-là, c'est parce que, globalement, la population ne connaît pas ces problématiques-là. Elle renvoie toujours au fait que oui, la guerre au Congo, c'est normal. Et ils ne savent pas d'où ça provient. Ils disent que c'est juste, ils pensent que c'est juste des petites guerres civiles entre les gens. Et les gouvernements dans tout cela ? Ils sont les premiers. On a un nouveau gouvernement qu'on attend d'ailleurs, puisque le Premier ministre n'a toujours pas été nommé au Congo. Kinshasa, un nouveau président, Tshisekedi. Est-ce que tu as de l'espoir pour... Puisque tu as eu aussi par le passé une casquette politique. Alors, tant qu'il y a de la vie, il y a de l'espoir, je te dirais. Après, encore une fois, moi aujourd'hui, j'ai vu justement la politique politicienne. Pour moi, c'est pas elle qui résoudra. Pour moi, ça passe vraiment pas par la connaissance des masses. C'est que le plus grand nombre de gens, c'est créer justement, c'est pour ça que je parlais aussi d'artivisme, c'est créer des outils qui permettent aux gens de pouvoir s'intéresser aux choses de manière que ça ne soit pas barbant, de manière à ce que ça, pour qu'ils voient que combattre, c'est pas quelque chose qui te plombe. Pour moi, le combat, c'est une fête. Et j'y danse, justement. Et donc, utiliser peut-être l'entertainment pour le lier avec du savoir. Et comme ça, que les gens arrivent justement à capter les choses et à se rendre compte que s'ils sont dans cette situation, c'est aussi parce qu'il y a une responsabilité individuelle. Elle ne peut pas être que collective. Chacun doit aussi pouvoir y mettre du sien. Je suis parce que nous sommes. Ce sera presque le mot de la fin, parce que ce plateau ne serait pas ce qu'il est sans Séverine Dos Santos, artiste peintre de l'émission, qui s'est inspirée de la couverture de ton livre, La rage de vivre, pour peindre. Et j'ai eu la rage de peindre aujourd'hui. C'est assez ressemblant. Ah oui, merci. Donc je pense que tu vas lui offrir, mais c'est pas sec, c'est de l'acrylique. C'est quasiment sec. D'accord. C'est prêt à Je peux rentrer avec alors. Oui. C'est super. Merci Séverine. Merci. Merci Boléwa. Merci beaucoup. Merci Véronique. Et on se retrouve mardi prochain à 19h sur le plateau de l'émission Bienvenue chez Pris. Et en attendant, n'oubliez pas de vous abonner à l'ensemble de nos réseaux sociaux, Twitter, Instagram et Facebook. À mardi.